Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis très honoré de venir vers vous. Je ne connais pas beaucoup en marine nationale, mais un petit peu encore. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Christian Ponce. Je suis compagnon charpentier. Et c'est pas du tout un métier que j'exerce aujourd'hui. C'est possible chez les compagnons de quitter sa voie initiale pour bifurquer. Donc mon métier actuellement, je suis maître d'ouvrage immobilier, c'est-à-dire que je fais en sorte que les immeubles des entreprises successives où j'ai travaillé soient en état, soient adaptés, soient de plus en plus comment on peut dire, sécurisés, que ce soit physique ou même cyber avec mes collègues de la DSI. Et pour ce qui en est aujourd'hui, donc je gère à la fois le maintien en condition opérationnelle des locaux et à la fois les travaux neufs quand on a à exécuter. Il y a un petit lien avec mon métier initial, mais voilà. Donc je suis premier conseiller, donc le premier conseiller c'est le président de l'association ouvrière des compagnons de voies et Tour de France, que vous connaissez sûrement. Je ne vais pas vous faire un grand cours d'histoire, mais globalement, on a coutume de dire on est trace écrite, avérée. Historiquement, je crois la troisième entité existant encore en âge, la première étant l'église catholique, la deuxième étant la gendarmerie, et la troisième, il paraît que c'est nous. Première trace écrite de compagnonnage, 1343, à Dijon, ce sont des boulangers. Donc ça nous vaut beaucoup d'images d'Épinal, mais globalement, notez que le compagnonnage, il a traversé les siècles, il a vécu plein de vicissitudes. Les guerres de religion, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler d'un feuilleton télévisé où les compagnons se bagarraient entre eux. C'est vrai, au travers des siècles, les compagnons se sont bagarrés entre les protestants et catholiques. Les compagnons n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Là aussi, c'est le télescopage des âges. 1644, la franc-maçonnerie. Et notez que globalement, il y avait plus de 190 métiers chez les compagnons à son apogée, l'apogée étant 1850. Le déclin étant 1900. Ça fait un grand pic. Globalement, le compagnonnage a failli mourir après la Première Guerre mondiale, victime de l'industrialisation. Il n'y avait plus besoin de voyager pour apprendre, il y avait des usines partout, qui avaient fleuri sur tous les territoires. Et puis la Première Guerre mondiale, je ne sais pas que je vais vous l'apprendre, qui a décimé les classes populaires les plus basses en premier lieu, donc les ouvriers faisaient partie des premiers. Dernière image d'Épinal, et après je passe à ce qui nous occupe aujourd'hui. Les compagnons sont les premiers ouvriers affranchis au Moyen-Âge. C'est aussi ce qui leur donne leur côté spectaculaire, puisque au moment où en France et en Europe on construit les cathédrales, les ouvriers devaient changer de chantier en chantier, et donc ils étaient asservis pour pouvoir aller sur le chantier, là de la cathédrale ou de l'église voisine. Voilà pour l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes, historiquement, donc, nous sommes 3 entités compagnonniques existantes, issues de toute cette histoire. L'Union compagnonnique, c'est la plus ancienne, 1899, pardon. L'association ouvrière, que je représente, 1941, c'est comme ça, comme l'AFPA, je dis toujours, comme plein d'autres corps qui existent aujourd'hui. Et 1953, la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. Pourquoi je vous parle des 3? Parce que c'est les 3 qui, globalement, ont porte ouverte dans les ministères dès lors qu'on travaille sur la réforme de la formation professionnelle. Souvent, on fait partie ou des tables rondes, ou on est invité à expérimenter des choses. Voilà. Et 41, c'est parce que les nazis pourchassaient les francs-maçons, et comme on n'avait pas très envie d'être confondus, la précipitation justifie l'époque. Voilà. Nous avons été reconnus d'utilité publique après-guerre, enfin pendant la guerre et après-guerre. Et puis la première étape importante, c'est 1978, puisque de sa création, détail important, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le compagnonnage est organisé par corps de métier. C'est-à-dire qu'il y a le compagnonnage des charrons, le compagnonnage des blanchers chamoiseurs, les deux métiers, des charpentiers, des perruquiers. Chacun organise son voyage d'apprentissage à sa façon, et les compagnons n'ont pas de structure immobilière, ils logent dans des auberges qui
qui souvent sont appelés des maires. Ça c'est pour finaliser. Et donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les effectifs étaient en chute libre, les compagnons décident de se rassembler par entité, union, fédération, association et multicorporative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'association que je représente, elle forme à peu près 15 000 jeunes chaque année dans 35 métiers. Alors il y a les métiers que vous connaissez tous par cœur, charpentier, tailleur de pierre, hein, Notre-Dame nous met en avant très souvent, enfin les journalistes. Mais il y a aussi les métiers de l'industrie, puisque par exemple, si vous voulez un nom célèbre de compagnon chaudronnier, donc, dans la navale, la chaudronnerie on connaît, c'est le compagnon Godin, le poêle Godin, un compagnon chaudronnier. On a également des métiers du goût, donc les boulangers, les pâtissiers, les fromagers, les vignerons, et on a quelques métiers du vivant, donc les métiers comme maréchal ferrant, et j'en oublie un autre, pas grave, tonnelier, voilà, tonnelier, qui sont à cheval entre l'industrie et les autres. Et puis on a un des plus vieux métiers qui est les métiers des matériaux souples, qu'on appelait avant les métiers du cuir, puisque par exemple on a un très très grand nombre de jeunes maroquiniers qui travaillent dans tous les grands groupes de luxe en France, chez LVMH, chez Hermès et tous leurs sous-traitants. Là, donc la durée de formation, donc on recrute des jeunes et on essaye de les fidéliser, c'est le sujet d'aujourd'hui. On recrute des jeunes du niveau 3e jusqu'à niveau bac plus 3, bac plus 4. Il n'y a pas de... Donc on a une diversité de points de niveau d'entrée qui nous va bien, qui fait partie de l'université qu'on aime, mais qui forcément nous amène à ajuster un peu leur durée de formation. Globalement, une formation chez les compagnons, c'est une formation initiale d'1 à 2 ans, on va dire près de chez soi, quelquefois dans sa famille en termes de résidence. Et puis c'est environ 3 années de voyage et 2 années de restitution en tant que formateur à son tour. Donc globalement, un parcours chez les compagnons, c'est 7 ans. 2 plus 3 plus 2. Comme je vous disais, en 1978, on a un premier cap qui a été franchi, c'est-à-dire qu'initialement, on recrutait que des jeunes issus de lycées professionnels ou de CET à l'époque. Donc des gens qui avaient déjà une première expérience professionnelle et qui décidaient de se perfectionner en venant chez nous. Et puis ça s'est un peu tari les flux d'entrée, donc les compagnons ils ont créé leur centre de formation d'apprentis eux-mêmes en 78. Globalement on formait 5000 apprentis en 2000. Aujourd'hui on a 11 500. Entre les premières, deuxième et troisième années de la formation initiale, on en forme 11 500. On a fait un sérieux effort dans les années 2017-2018 pour 2 raisons. D'abord un besoin criant de jeunes dans les métiers dans lesquels on exerce. On a un partenaire principal qui s'appelle l'entreprise, puisque quand on est formé chez les compagnons, on est systématiquement en alternance. C'est-à-dire qu'on a un employeur chez qui on conclut un contrat d'apprentissage avec comme organisme de formation les compagnons du devoir. Et l'organisme de formation des compagnons du devoir, il a la particularité, quasi unique, hein, en tout cas à notre échelle c'est sûr, d'organiser la mobilité professionnelle. C'est ce qu'on appelle le Tour de France. J'appelle ça la mobilité professionnelle organisée, puisqu'en fait on prend un jeune, on lui dit voilà, on va construire ton projet avec toi, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine et où? Quel type d'entreprise, quel type de travaux et quelle région géographique te tente. Et donc on enchaîne comme ça pendant 5 ans cette capacité à piloter leur carrière naissante. Donc nos points communs, je vous disais, je suis très honoré d'être avec vous, j'ai souvent croisé des militaires dans des forums de recrutement, et en général ils nous aimaient bien, nous les compagnons, parce qu'on inculque assez vite un esprit de corps à nos jeunes, et voilà, ça fait partie des valeurs communes où on repère très vite. D'ailleurs pour la génération qui est la mienne, qui avons fait notre service national, en général, quand on arrivait dans les casernes en tant qu'appelé, on était assez vite identifiés. Compagnons, pam, hop, vous savez faire, vous avez l'habitude de travailler en groupe, dans le respect de l'autorité. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a une particularité,
qui aujourd'hui se heurte aussi un peu à l'état d'esprit de la jeunesse, et ça, on va en parler. On aime bien le vivre ensemble. Et donc, je vous parlais de l'organisation de la mobilité géographique. Les jeunes hommes et femmes, 2003, féminisation, une date importante. Donc, depuis 2003, on accueille des jeunes femmes jusqu'au bout, et on est à peu près à 18% de jeunes femmes. On a des métiers qui nous aident pas trop, pas beaucoup de femmes dans l'industrie ou dans le bâtiment, mais ça progresse régulièrement. Et donc, je vous disais, on organise la mobilité géographique et on est quasiment le seul organisme de formation par alternance à gérer le double logement de l'alternant. C'est-à-dire qu'un jeune qui est chez nous, il va, par exemple, s'il travaille à Tours, il va travailler dans une entreprise tourangelle, mais peut-être que son cycle de formation va l'amener à aller se former ou à Paris ou à Reims, parce que c'est là-bas que se tient la session qui correspond à son besoin et à son année son parcours. Et bien, quand il va aller à Reims ou à Paris dans sa session de formation, une dizaine de semaines par an, on va le loger là-bas aussi, et il ne paye qu'un seul loyer à l'endroit où il réside. Ça nous a valu pas mal de succès dans les projets d'appel, dans les appels à projets gouvernementaux, notamment les PIA dans les années 2010. Parce que, contrairement à l'immobilier, le salaire d'un jeune entrant dans nos métiers, qui n'est pas loin du SMIC, ne varie pas suivant les régions. Donc forcément, c'est plus compliqué de se loger deux fois, et suivant où est-ce qu'on va se loger, c'est compliqué de trouver du logement. Donc voilà, il y a aussi une forme de mutualisation, c'est-à-dire que le jeune qui réside chez les compagnons, il a ce qu'on appelle une pension qui comprend un accès à des repas à prix tout à fait minime, et son logement, et ça, le prix est identique partout. C'est-à-dire que le jeune paye le même loyer qu'il soit à Limoges ou à Paris Centre. Alors ça, ce sont des valeurs, la mutualisation, on pourra en parler. Le mutualisme est un peu ébranlé par l'individualisme de notre jeunesse actuelle. Donc, quelquefois, on est obligé de justifier le pourquoi je paierais le même prix alors que à Limoges, ça ne coûte pas si cher que ça. Voilà. Notre particularité administrative, c'est qu'on est une entité bicéphale. Alors ça nous vaut beaucoup de difficultés avec l'administration française. En France, vous ne pouvez pas être deux choses en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez être un organisme de formation, vous pouvez être un organisme de logement social, type résidence sociale, foyer de jeunes travailleurs. Nous, on est les deux. Donc en fait, on est un organisme de formation qui embarque à l'intérieur des foyers de jeunes travailleurs. Mais c'est pas facile de parler à deux ministères qui ne se connaissent pas. La formation et le logement ne se parlent pas. Donc, partie du millefeuille français. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est que globalement, de 1978, je ne remonte pas avant parce que c'est pas significatif, de par les effectifs et de par le système. Aujourd'hui, depuis qu'on forme des apprentis, donc on accueille des jeunes et qu'on veut embarquer pour à peu près 7 ans avec nous, pour en faire des compagnons à leur tour. On avait jusqu'en 2012 une statistique qui tournait autour de 10-11% de jeunes qui entraient en année 1 devenaient compagnons en année 5. 10% de réussite, ou 90% d'érosion, prenez comme vous voulez. Sachant que le deal chez les compagnons, c'est qu'on ne signe pas de contrat d'engagement pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le jeune, il a un contrat d'1 an pour se former et on l'embarque dans le projet avec le logement, etc. L'année d'après, à tout moment, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc nous, on doit, entre guillemets, veiller à ce que sa motivation soit toujours présente et qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout pour à son tour devenir compagnon. Donc 10%, ça tient jusqu'à 2012. Et depuis 2012, on est descendu à 4,5%. Voilà. Alors qu'on a, vous avez vu les chiffres, hein, on avait 5000 jeunes en 2000, et on est passé à 11 500 en 2019. Donc on a un effet ciseau qui est lié à la volatilité de la motivation de la jeunesse. C'est pour ça que ça m'intéressait de venir partager ça avec vous, parce qu'évidemment on cherche des raisons. Chez nous, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de valeurs d'entraide, beaucoup de choses qui, entre guillemets, parlaient toujours un peu à la jeunesse. Alors les causes d'érosion antérieures, on les connaît, hein, c'était l'envie de vivre en couple, l'attractivité d'une entreprise qui disait à un jeune, si tu n'es plus trop motivé et que tu as envie de t'arrêter chez moi, moi je suis tout à fait d'accord, je t'embaucherai demain avec temps en plus.
voilà, notre partenaire privilégié, c'est aussi notre premier concurrent. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, ces deux sujets sont toujours des sujets d'abandon, mais dans les mêmes proportions. Ce qui a changé, c'est nous ne sommes plus le pourvoyeur de logement et de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'entre-temps, entre 2000 et aujourd'hui, est apparu le fameux réseau social, LinkedIn, qui permet de trouver un logement à l'autre bout de la France très vite, qui permet de trouver un employeur, d'échanger en Teams et de se faire recruter à distance, ou en tout cas de n'aller qu'au dernier recrutement en physique. Et donc on s'aperçoit que le jeune, globalement, il nous dit, bon, moi si ça me plaît plus, j'ai pas envie d'aller au bout, c'était bien, mais merci, au revoir. C'est parce qu'il peut construire éventuellement, s'il veut continuer à changer d'entreprise et de parcours, il peut le structurer lui-même. Et lors qu'il est un peu à l'aise, qu'il se sent prêt à affronter tout seul l'employeur futur, et il devient beaucoup plus vite autonome. Ça, c'est une des conséquences de la sociologie de la jeunesse aujourd'hui, beaucoup plus indépendant et beaucoup plus autonome. Donc forcément, dans les préoccupations qui sont les nôtres, parce qu'au contrario, on voit aussi nos partenaires nous dire on a de plus en plus de mal à trouver des jeunes qualifiés. Nos partenaires, c'est les entreprises. On voit aussi la démographie. La démographie, elle est un peu catastrophique. Personne n'en parle trop, mais quand on regarde les courbes, dans 10 ans, on va être beaucoup d'écoles à se battre pour recruter les mêmes jeunes, ils seront moins nombreux. Et on se dit, voilà, comment on fait pour stopper l'érosion. Alors on l'a stabilisé, entre 2022 et 2024, on est plutôt stable. On fait un tout petit peu mieux en termes de fidélisation, mais ça ne suffit pas. Et parmi les leviers dont on essaye de se saisir, il y a le parcours toujours plus attractif. C'est-à-dire que là où avant, nos parents, je paraphrase un peu ce que vous disiez, là où avant on avait une génération de jeunes, jusqu'à la génération X, qui entendaient les parents dire accroche-toi, persévère, ça vaut le coup d'aller au bout. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire, après la deuxième année, nos parents ne sont plus nos alliés. Parce qu'on a les mêmes problématiques que vous, c'est-à-dire qu'on fait voyager des jeunes, on les forme bien, donc c'est dense. Donc comme c'est dense, ils ne rentrent pas très souvent chez eux. Comme un marin qui est parti, il ne rentre pas très souvent voir sa famille. Au bout de la 2-3e année, si le jeune montre un petit coup de mou et dit à sa famille finalement je crois que je vais arrêter, là où avant, il y a 15 ans, la famille disait allez persévère, elle dit aujourd'hui, bon écoute, t'es armé, t'as suivi une formation, il y a du boulot, et en plus on te verra plus souvent. Ça c'est vraiment notre truc. Donc notre seul levier, c'est de trouver le moyen de faire en sorte que le jeune, tous les ans se dise waouh, j'ai vécu une super expérience cette année ici, et ce que je suis en train de préparer, ce qu'on me propose l'année prochaine, ça va être encore un cran au-dessus. Et je ne le trouverai pas ailleurs. Donc c'est un sacré défi pour 15 000 jeunes, parce que je vous ai parlé des 11 500, il y avait 3 000 qui continuent à voyager. C'est un sacré défi, mais ça nous paraît être la seule façon d'entretenir la motivation et le pourquoi je resterai, pourquoi j'irai au bout. Alors que, si on résume, c'est quoi l'intérêt pour un jeune d'aller au bout? D'être compagnon, vraiment, à part le prestige, le titre, c'est pas des ressorts qui font beaucoup rêver la jeunesse. Être compagnon, c'est avoir accès à l'écosystème quasi complet de son métier. C'est-à-dire que quand vous êtes compagnon menuisier, vous allez vous retrouver, si vous le souhaitez, à entrer en contact avec toutes les autres grandes écoles de ce secteur-là, à entrer en contact avec toutes les autres industries, toutes les industries de votre métier très facilement, à participer à des colloques, à pouvoir intervenir dans l'écosystème entre guillemets de votre métier et de sa périphérie de manière très 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 facile. Ça c'est vraiment un jeune qui veut rester dans le métier qu'il a appris mais qui se pose dans sa région pour faire cette prouesse d'ouverture en termes de réseau périphérique à son activité principale. Il va mettre des années.
Nous, un jeune à 25 ans, s'il prend une responsabilité au siège social, dans son corps de métier, il va tout d'un coup avoir toutes les portes qui s'ouvrent, et donc tous les champs du possible, en termes de relations, en termes de choix de carrière future, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on devient compagnon, on a la chance de pouvoir... J'étais ce matin avec les jeunes formateurs, donc ceux qui démarrent en septembre, là, et je leur dis toujours la phrase introductive suivante, c'est bienvenue dans l'incubateur des compagnons de voir. Notre système, c'est on prend des jeunes, on les forme à un métier, et on a toute une façon de les faire vivre ensemble avec des soft skills, où en gros ils prennent des petites responsabilités progressivement, et in fine, ils vont pouvoir devenir formateurs, ils vont pouvoir devenir directeurs de centre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, qui est encore un mot de français, le prévôt. Le prévôt, c'est un directeur de centre. Ils vont pouvoir devenir responsables d'institut de métier, ils vont pouvoir devenir chargés de mission. Enfin voilà, on a une façon intrinsèque de faire confiance à la jeunesse et de les propulser, quand ils ont 7-8 ans de parcours, à des responsabilités successives et nouvelles. Et là, ça fait écho aussi à quelques échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous sur comment on fait pour tenir un haleine et proposer un parcours. Sachant que les statistiques sont têtues, globalement, 45% des jeunes, 10 ans après leur fin de Tour de France, donc on va dire à 35 ans, 45% sont chefs d'entreprise ou artisans. C'est-à-dire que malgré qu'on leur propose des pistes de sortie, d'évolution, il y en a quand même la grosse majorité à qui, entre guillemets, on a assez bien inculqué l'amour de leur métier pour envisager d'en vivre et de piloter une entreprise eux-mêmes. Mais on a des compagnons qui sont comme moi, qui ont pris des fonctions autres dans des sujets un peu satellites, dans leurs métiers initiaux. On a des compagnons qui deviennent architectes, on a des compagnons qui sont ingénieurs. Par exemple, j'ai un ami compagnon qui a travaillé comme directeur technique sur le site d'enfouissement de Bure, vous connaissez, voilà. Et qui est ingénieur saisi après son Tour de France et qui a un bureau d'études minier, un bureau d'études en Afrique du Sud, c'est là où il y a le plus profonde, je crois. Donc voilà, donc ça mène à tout, mais ce qu'on essaye de faire quand on fabrique un compagnon de devoir, c'est d'en faire quelqu'un sur qui on peut compter et qui a le champ des possibles ouvert. Certains vont rester très métiers, d'autres vont prendre d'autres parcours. Et malgré ça, on n'est qu'à 4,5% de fidélisation. Donc voilà, ça c'est un petit peu la réflexion qu'on a sur le champ métier, c'est-à-dire comment on fait pour que le parcours soit chaque année un effet waouh. Waouh, l'année prochaine ça va être encore mieux que l'année d'avant. Sinon on les perd. Ou on garde les plus passifs, c'est un choix. Voilà. Parmi les réflexions qu'on a aussi, parce que notre voyage c'est sympa, on dit toujours, alors, je ne l'ai pas dit, mais pour être compagnon, il faut avoir voyagé, ça c'est indispensable. Voyager professionnellement, bien sûr, et il faut avoir fait obligatoirement au moins une étape à l'étranger. Avoir été au moins pendant 1 an étranger dans un autre pays. Parce que humainement, citoyennement, en termes de culture, voilà, ça fait partie de notre ADN, et on voit bien que tous ceux qui ont fait ça reviennent avec un autre œil sur notre propre jeunesse, sur notre propre pays, et sur la capacité à s'ouvrir aux autres. Donc notre voyage, il a des vertus, mais on sent bien qu'il va falloir aussi qu'on le fasse bouger. Quand je caricature un peu en interne, je leur dis à nos jeunes managers chez nous, je leur dis on va bientôt avoir le syndrome Ibis. C'est-à-dire il n'y a rien de plus qui ressemble à une maison de compagnon qu'une autre maison de compagnon. La standardisation, vous savez, celle qui rassure, celle qui industrialise un process, voilà, quand vous êtes jeune apprenant à la maison des compagnons de Marseille, à part le climat, vous avez globalement le même rythme de vie, les mêmes rituels, la même organisation du temps que si vous êtes à Montoire de Bretagne, à côté de Saint-Nazaire. Voilà. Et ça fait partie des leviers sur lesquels il va falloir qu'on bouge un petit peu, parce que, pour reprendre ce que vous avez entendu tout à l'heure, la jeunesse s'ennuie très vite. Ça, c'est un constat. C'est-à-dire que quand elle voit qu'elle rentre dans une phase de routine, soit elle le dit, soit elle ne le dit pas, et c'est trop tard. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, ce que je me suis dit aussi, c'est... j'ai accepté cette invitation parce que j'ai envie d'avoir votre lecture à vous
Et ça me plairait aussi de pouvoir échanger, d'avoir un échange peut-être un peu informel avec vous, mais je trouve qu'on a des points communs et en même temps des problématiques qu'on partage aussi avec notre partenaire principal, qui sont les entreprises. 25 000 entreprises partenaires, j'en connais pas une qui me dit j'ai pas de problème de recrutement. Je parlais tout à l'heure avec vous, commandant, c'est ça j'ai un ami, compagnon qui a le même âge que moi, qui est chef d'entreprise dans la région de Nantes et qui travaille dans l'industrie, et notamment il est en train de travailler sur un sujet lié aux mines oubliées dans la Baltique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il me dit, lui, dans son entreprise industrielle, moi je suis en recrutement permanent. C'est-à-dire que je ne me dis pas, ça y est, j'ai recruté quelqu'un à un poste clé, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles pendant quelques temps. Je suis en recrutement permanent. Parce que malgré le télétravail, malgré ci, malgré ça, je sais qu'il peut partir du jour au lendemain. L'autre jour, chez CMP Assurance où je travaille, j'ai un prestataire multiservice multitechnique qui s'appelle Vinci Facilities, qui a aussi une façon de manager et d'être attractif en termes de rémunération, de valorisation, etc. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, parce que ça fonctionne par business unit, nous disent aujourd'hui on a un bon technicien qui vient nous voir et qui nous dit bon, au fait, désolé, mais en septembre je suis plus là, je pars un an avec ma copine faire le tour du monde. On lui dit pas, écoute, c'est à prendre ou à laisser. On lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu nous tiens au courant, tu nous envoies des photos, surtout n'oublie pas de revenir, etc. Et ouais. Et il y a... Vous connaissez le syndrome Valeo, hein, Valeo, il y a 15 ans, 20 ans, quand on sortait de chez Valeo, on y retournait plus jamais. C'était une règle RH non écrite. Ils ont balayé ça, c'est plus comme ça que ça marche. Et en même temps, comment je peux dire, moi j'ai une vision sur deux typologies. Donc j'ai la tranche 16-27 ans, hein, ceux qui arrivent, qui rentrent. C'est assez d'ailleurs étonnant hein, d'arriver à faire cohabiter des gens primo-entrants qui ont 10 ans d'écart, mais ça marche. Et on a la fidélisation, c'est-à-dire qu'il y a la transformation d'un jeune qui vient pour apprendre un métier, à qui ça plaît bien l'idée des compagnons, mais il faut l'amener au bout. Puis une fois qu'il est au bout, même si on va lui proposer de prendre plein de responsabilités, d'avoir entre guillemets le champ des possibles tout ouvert, on va le transformer en bénévole. 20 000 bénévoles. S'il y a un truc qui existe chez les compagnons, c'est un jeune qui rentre du boulot tous les soirs, c'est bien rare qu'il ne croise pas une tête grise dans le hall de la maison des compagnons, qui est un Fledge Trader, parce qu'un bénévole vient passer la soirée ou 2 heures avec les jeunes, et ça pour eux c'est magique les jeunes, ça se voit assez peu en dehors du cercle familial. Donc ça on y tient beaucoup, nos bénévoles c'est quelque chose de super important. Et le bénévole il faut lui aussi faire attention qu'il ne disparaisse pas dans la nature. Comment on fait pour le faire tenir sur la distance, lui proposer des missions de bénévoles, et qu'il ne se lasse pas et qu'il contribue à sa façon dans l'autre contexte, celui de l'apport de bénévoles. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que devant nous, alors qu'on est plutôt des traditionnels, il y a des questions de révolution qui se posent. C'est-à-dire, par exemple, je rebondis sur ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, la résidence est-elle toujours obligatoire? Parce qu'aujourd'hui, voyager dans une maison de compagnon, c'est bien, c'est un internat, hein, globalement, c'est bien, mais est-ce que ça correspond à tous les jeunes qui pourtant pourraient devenir compagnons? C'est l'histoire de la caserne, hein, est-ce que tout le monde vit en caserne tout le temps et pourquoi? La question de la vie de couple se pose. C'est-à-dire que quand vous recrutez un jeune qui a 27 ans, qui a envie d'être compagnon, mais ça va lui prendre 5 ans, parce qu'il est arrivé plus tôt, de quel droit vous lui dites ok, mais bon, la vie de couple, ce sera après. C'est assez... voilà. Donc, et sans parler des couples internes, puisque comme c'est mixte depuis 2003, on sait aujourd'hui qu'on a des jeunes qui voyagent et qui s'organisent pour être pas trop loin les uns des autres. Voilà, la plus parfaite hypocrisie, hein, parce que voilà, tout le monde le sait, mais officiellement ils ne sont pas ensemble. Et puis l'autre question qu'on se pose dans les enjeux de demain, c'est l'entrée et la sortie. Input, output. Comment on fait si un jeune sort pour le faire revenir? Parce que, un exemple tout bête,
parce que c'est tellement plus facile de dupliquer. La semaine dernière, on avait notre point annuel avec les compagnons qui sont installés à l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion, pour les questions d'organisation liées au coût du logement, on a un peu dupliqué ce qui se fait en France métropolitaine. C'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont tenus par bail par l'association, et le jeune trouve le même système en gros qu'en France, mais à l'île de la Réunion. Alors que l'enjeu, c'est quand même dans cette île très cosmopolite qui soit plutôt au contact de la réalité d'une vie fermière. Bon, c'est moyennement satisfaisant, mais bon, on s'en accommode. Et là, il y a un jeune qui dit, bah, moi je viens, mais par contre je viens avec ma copine et j'habite pas dans les logements. Et ça coince. Parce que ça percute nos habitudes. Alors si on a plus de jeunes que de logements, on va faire une exception, mais si on n'a pas plus de jeunes que de logements, on rentre dans notre ratio économique et on se dit, bah non, il faut que tu loges par solidarité, par mutualisme, c'est pour la règle est la même pour tous. Voilà. Donc voilà, donc on sait que cette... et donc pourquoi je dis ça avec une toute un peu, c'est ce jeune risque de le perdre. Parce que lui, il veut juste passer un an autrement, puis après il va revenir. Mais jusqu'où on est capable de s'assouplir pour garantir qu'il aille jusqu'au bout. C'est toutes les questions qu'on a. Et sociétalement, oui, on sent que les jeunes sont très exigeants. Alors moi, j'essaie de faire travailler notre association sur un enjeu que je résumerai par exigence réciproque. Comment on fait pour que l'exigence soit réciproque? Parce que les compagnons peuvent être très exigeants côté métier, mais les jeunes sont très exigeants sur leur liberté finalement. Je veux bien m'engager, mais j'aimerais bien changer d'engagement. Je résume un peu simple. C'est-à-dire qu'ils sont très très preneurs de s'engager. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les jeunes seraient moins motivés, moins intéressés, qui seraient que consuméristes. Ça, c'est pas vrai. Pas faux. Globalement, on en fait rentrer 7000 tous les ans. C'est pas vrai. Les jeunes, ils sont aussi bien que nous. Ils ont juste un monde dans lequel ils vivent qui est tellement différent, qui va tellement vite, où tout est accessible, et où ils ne s'interdisent rien. Et je rejoins ce que vous disiez, quand je dis attention, les parents à partir de la 3e année ne sont plus nos alliés. Alors ils sont majeurs quand ils sont en 3e année. Mais je peux vous dire que quand ça pète à Nouméa, les familles de jeunes qui ont 24 ans, c'est quand même nous qu'ils appellent, pour les rapatrier, forcément. Ils sont majeurs, mais bon, jusqu'à une certaine limite. Et donc, quand je dis que les familles ne sont plus nos alliés, il faut qu'on arrive à comprendre que en fait, les familles, elles aussi, elles sont passées en mode, bon ben, si l'entreprise convient, si elle, pour nos enfants, contrairement à ce que nous on a vécu, si l'entreprise ne répond plus aux attentes de notre fils ou de notre fille, ben, c'est juste normal qu'il ou elle décide d'en changer. Et ça, ça nous heurte aussi. Voilà. Malgré toute notre aura et les valeurs qu'on essaie de véhiculer, ça nous percute. Ouais. Il y avait deux mots utilisés tout à l'heure pour en fait aussi les jeunes de maintenant. Il y avait le point de verticalité. Je ne sais pas si votre association elle est hiérarchisée, s'il y en a au moins formellement ou même structurellement. Et puis il y avait le reflet d'un monde ancien. Donc là, qui disait non, votre fonctionnement, votre mode de fonctionnement ou votre mode de management, peu importe, c'est juste suranné. Enfin, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Est-ce que vous avez fait cette espèce d'analyse pour dire comment évoluer doucement tout en gardant, parce que c'est un peu le thème de la conférence du séminaire, à savoir sans renier nos fondamentaux. Malgré tout, voilà, comment accompagner les jeunes pour leur donner le sentiment qu'avec nous ils progresseront, ils vont se bonifier, valoriser, et donc les fidéliser in fine. Comment vous arrivez à traiter ces deux sujets? Alors, sur la verticalité, on est assez verticaux, ouais, ça c'est clair. Quand je parle de... C'est vrai que la loi en 2017, je crois, a prévu que les associations aient jusqu'à 4 présidents. C'est une évolution de la loi sur les associations. Quand je glisse l'idée qu'il y ait une double présidence chez les compagnons, ça répond non, il y a un chef, un seul, c'est mieux. Voilà. Donc oui, on est très vertical, même si notre institution elle est dirigée par 45 compagnons élus, soit de leur corps de métier, soit de leur province, et qu'on n'est que 5 conseil d'administration principal.
on est très vertical dans nos décisions et en même temps, c'est très démultiplié. C'est-à-dire que on a des organisations locales qui se croisent avec des organisations par métier. Donc en fait, c'est vertical, mais la contestation peut être transversale. Par contre, ce qu'on fait mal, c'est que les générations d'anciens, on est ancien à 25 ans, décident toujours pour les jeunes. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est de dire, ok, on va penser ce que sera le Tour de France de demain, donc l'organisation du voyage, de l'apprentissage par itinérance, hein, comme quelquefois on l'appelle. Comment on fait pour faire imaginer ça avec un collège égal d'anciens et de jeunes. Sachant que le jeune, lui, il le découvre, donc son apport, il est à pondérer un peu, mais pas trop, parce que c'est lui qui va le vivre, son futur. Donc, on essaye de plus en plus de travailler sur des groupes de réflexion, sur comment on fait pour imaginer le demain, donc dans les 3-4 ans qui viennent, parce que structurellement, ça s'organise un peu, en insérant systématiquement les jeunes dans la réflexion. Avec le risque, c'est tout l'enjeu, c'est que le jeune qui est en 3-4e année, lui, il a presque envie de montrer que c'est un bon soldat en dupliquant ce qui s'est toujours fait. Il n'ose pas casser le mythe, hein, ou le modèle. Donc voilà, on est assez, la verticalité, ça leur convient pas, ça c'est sûr. Les jeunes, ils aiment bien être décideurs. Là, ce matin, j'étais avec eux, les jeunes formateurs. Ils disent, voilà, est-ce qu'on peut créer des groupes de réflexion de façon à ce que ça remonte, et pas seulement par le canal des métiers ou des provinces, ce qui est notre organe géographique. Donc ils sont demandeurs, les jeunes. Donc faut pas les frustrer. Et en même temps, faut étudier avec eux le champ des possibles. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Ça fait partie de... Oui, on n'arrivera pas de toute façon à imaginer le compagnonnage du XXIe siècle sans que les principaux acteurs, qui eux sont très exigeants, soient acteurs, enfin soient consultés. J'ai une question. Il y a une caractéristique des compagnons, je crois que sur laquelle vous avez énormément insisté, je crois, c'est l'exigence, la compétence technique très élevée. Ouais. Et en tout cas, dans mon esprit, le compagnon, c'est celui qui, à un niveau technique, qui est supérieur aux autres. C'est la garantie absolue d'avoir un travail bien fait. Alors, après, c'est dans l'imaginaire. Est-ce que cette compétence technique, parce qu'elle avérée déjà, est-ce que c'est un facteur d'attractivité? Est-ce que les jeunes qui arrivent chez vous se disent le compagnon, c'est ça aussi? Est-ce que c'est aussi un facteur d'attrition, du coup, de départ? Et est-ce que vous avez été tenté d'abaisser un peu le niveau technique de façon à garder plus de monde? Alors, dans l'ordre, oui, globalement, les compagnons sont plutôt des gens performants professionnellement, avec toute la granulométrie d'une société, c'est-à-dire qu'il y a des très 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 bons, et puis il y en a des juste bons. C'est pas grave, c'est très bien, il faut tout. Dans une entreprise, si vous avez que des top level, ils vont pas tous trouver leur place. Donc voilà, dans un écosystème, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Moi, souvent, quand je dois dire c'est quoi un compagnon de devoir à quelqu'un à qui je dois l'expliquer en 2 mots, je dis globalement, c'est plutôt un bon, voire un très bon professionnel, mais c'est surtout quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Au sens engagement, je commence quelque chose, je le termine, la parole donnée, voilà. Ça, c'est plutôt ce deuxième champ. Alors, ça aide au premier, hein. Si on n'abandonne pas l'ouvrage en cours de route, forcément, il va être fini et donc il va pouvoir être apprécié. Mais voilà, c'est plutôt ça. Et sur le niveau, alors on a nos anciens qui sont des garde-fous. Hein. Et notre niveau d'exigence, ou en tout cas l'imaginaire que les gens en ont, ou que les médias relayent, parce qu'on a une chance assez phénoménale, on fait partie de l'image d'Épinal, on a tous un arrière-grand-père qui a été compagnon, depuis 150, dans l'imaginaire des gens. Les médias, même si on aimerait bien qu'ils parlent un peu plus de l'industrie, un peu plus du maçon que du tailleur de pierre, ils nous balancent régulièrement des reportages. Il y en avait un samedi dernier, on ne le sait même pas.
ils ont un trou à boucher, hop, ils passent un reportage sur les compagnons à 13h30 le samedi. Voilà. Et c'est l'image d'Épinal, c'est le charpentier, c'est le grand de pierre, bon, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc on a plutôt bonne presse, donc cette image d'excellence est très relayée. Et donc du coup elle peut être un repoussoir. C'est-à-dire que souvent, quand on a un jeune qui s'inscrit chez nous, il nous dit ouais mais je sais pas si je serai au niveau. Il n'y a pas de niveau. On recrute de la troisième à la fac. Il n'y a pas de niveau d'entrée. Et puis la question c'est pas est-ce que tu penses que tu vas y arriver, c'est est-ce que tu as envie. On va t'embarquer. Donc on a une petite phase comme ça où on les déseffraie. Donc alors baisser le niveau, ça c'est toujours, je crois que chez les Grecs on parlait déjà de la jeunesse et du niveau qui baisse. C'est un sujet. Je vais vous donner une image. Les compagnons, comme tout groupe français, comme constituant société, sont très autocritiques, très exigeants envers eux-mêmes, déplorent que ça aille moins bien qu'avant. Enfin, voilà, vous connaissez ça. Mais néanmoins, ils sont capables de faire ça dans la séquence avant l'heure. Et puis l'heure d'après, ils font le tour des... J'étais avec les compagnons de serrerie métallier, donc à la ferronnerie, l'année dernière à Château-Lin. D'ailleurs, un truc à l'aviation par là-bas. Gendarmerie. J'étais là-bas avec eux. Et tous les ans, ce corps de métier-là organise un concours. Et le concours, c'était un ouvrage en fer forgé destiné à cacher un radiateur. Donc chaque ville avait organisé par binôme de 2, voire 3, son équipe qui fabriquait le... Et les compagnons bénévoles qui, le quart d'heure d'avant, disaient que quand même les jeunes, le niveau baisse, etc. C'était mieux avant. Et le quart d'heure d'après, ils étaient en train de regarder les ouvrages en disant c'est incroyable, jamais on aurait fait ça à leur âge. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée du niveau qui baisse. Je crois pas. Et voire même des fois, alors ça c'est sans doute lié au côté excellence et pas compétition, mais recherche de toujours se dépasser. C'est souvent nous les anciens, qui devons freiner un peu les ardeurs du jeune en disant c'est bon, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus, tu vas pas y passer 800 heures. Diminue un peu. L'enjeu c'est que tu deviennes compagnon, c'est pas que tu fasses la tour Eiffel à toi tout seul. Quelquefois les jeunes ont une envie de montrer leur valeur qui est quelquefois déraisonnable, donc on est obligé. Et pour le jeune qui est plus faible, mais qui va tenir sa place en entreprise, qui aura peut-être un besoin de plus d'années avant de décoller, lui, on va lui faire un petit travail à sa portée, et c'est très bien comme ça. C'est ça aussi la capacité de régulation entre celui qui va être un avion de chasse dès les premières semaines et celui à qui il faudra 5 ou 6 ans. C'est pas grave, l'important c'est... L'objectif c'est d'en faire un homme de métier qui prenne sa place dans la société. Parce que notre mission de compagnon, c'est d'alimenter les métiers. C'est d'abord ça. Tu disais que les familles ne sont plus un atout, mais plutôt une faille. Nos alliés. Excusez-moi, un allié. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vous tenter de les toucher en communiquant vers elles? Alors les familles au sens large, parents, mais éventuellement, en effet, le problème c'est que s'il n'y a pas le droit aux petites amies, voilà, vous l'ignorez et vous n'arriverez pas à les toucher. Mais est-ce que vous essayez... C'est pas qu'il n'y a pas le droit, hein. C'est juste que le logement mixte n'est pas prévu. Et est-ce que vous essayez de toucher ces personnes, parents ou compagnons, en communiquant et en montrant l'expertise du savoir-faire et les inciter à les pousser? Ouais, non, ça fait partie des... Si, on le fait très très peu. En dehors de la lettre annuelle pour les vœux, on a quasi que des contacts avec la famille qui en a un problème. Soit quand il y a une histoire de renvoi, quand ils sont mineurs, soit quand il y a un problème de rapatriement parce qu'ils sont dans une zone du globe un peu compliquée. On en a à peu près 450 en permanence à l'étranger. Mais c'est un axe de travail. C'est-à-dire que faire en sorte que la famille soit sponsor, ça fait partie des leviers qu'il va falloir qu'on mette en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est un axe complètement délaissé et on voit bien que quand le jeune a un coup de mou, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais si je devais donner
une statistique sociologique de la jeunesse. Aujourd'hui, 30% des jeunes qui viennent chez nous ont des problèmes plus ou moins graves, psychologiques, de mal-être, mais c'est pas très grave, mais ils ont besoin de soutien. Et surtout, alors est-ce qu'il y en avait autant avant, mais qui ne l'exprimaient pas, c'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, nos directeurs de site, qui ont une fonction socio-éducative, nos prévôts et nos maîtresses de maison, elles nous disent, voilà, sur un panel de 100 jeunes qui vivent ensemble ici, il y en a 30%, on le sait, chaque année, avec qui il va falloir passer un peu plus de temps. Parce que le jour où ils arrivent à la bourre en entreprise, où ils se font tirer les oreilles par leur patron, eh ben, ils ne le vivent pas bien le soir, il faut leur remonter un peu le moral. Parce que ils ont un pépin familial, il y a aussi beaucoup de pépins familiaux. J'ai été témoin, et c'est assez courant malheureusement, du téléphone qui s'arrête, qui est bloqué par les parents le jour du 18 ans des jeunes. Ça, c'est un truc, je ne savais pas que ça pouvait exister, hein. Mais il y a des jeunes qui ont des rapports tellement difficiles avec leur famille, pour des raisons multiples, que des fois, on se retrouve avec des jeunes qui se disent, bah voilà, on m'a coupé les pieds. C'est dur, hein. Donc ça, c'est un facteur aussi, c'est-à-dire que la jeunesse, elle est, on parlait d'exigence, mais elle n'a pas forcément que des exigences de niveau ou de comportement, elle a des exigences d'écoute aussi. Elle a besoin qu'on l'entende. Est-ce que quelqu'un qui quitte l'aventure des compagnons du devoir peut y revenir facilement? C'est le fameux item output input. Ouais. Oui, aujourd'hui en théorie oui, en pratique on n'est pas très organisé pour. Voilà. Mais ça peut. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme une possibilité de partir plus facilement de ces... Non. Le fait de pouvoir revenir facilement. Vous savez, quand vous en perdez 95% en cours de route, s'il y en a un qui revient, c'est welcome. Hein. Bien sûr, mais celui qui hésite, il partira peut-être plus facilement, c'est celui qui peut revenir facilement. Non, parce que, en fait, comme je vous le disais, globalement, on les perd la 3e ou 4e année. C'est le moment où ils sont bankable. Ils sont bons ou assez bons dans leur métier. Ils ont appris à changer de région, d'entreprise, de formulaire de sécurité sociale. Enfin, je blague, mais c'est à peu près ça. En gros, ils savent se débrouiller. Donc le moment où ils nous quittent, c'est le moment où ils sont un peu désabusés, soit par une expérience particulière, une relation humaine des fois, avec leur patron, avec le compagnon avec qui ils travaillaient, le jeune avec qui ils partageaient la chambre, enfin c'est très variable. Et aussi la routine. La routine, c'est l'enfer. Si ça ressemble trop au coup d'avant, quel intérêt de continuer? C'est une question un peu cynique, est-ce que votre modèle n'est pas justement construit là-dessus? Sur un taux d'attrition qui est assez important en 4e année de parcours? Alors, sans doute parce que, il n'est pas construit pour, mais la durée du parcours et la non-captivité des jeunes, ils ne sont pas engagés pour 5 ans, hein, donc fait qu'on est condamné à avoir une grosse déperdition en cours de route. Notre enjeu à nous, c'est de se dire, voilà, c'est pas normal qu'on descende de 100%, qu'on passe de 10, 11 à 4,5 en à peine 10 ans. Il faut qu'on réagisse. Et on a besoin d'avoir toujours un nombre correct de jeunes qui terminent, parce que la particularité de notre encadrement, c'est que les aînés encadrent les plus jeunes. Et du coup, c'est très... comment je peux dire, c'est très proactif, c'est très... c'est le grand frère qui accueille le petit frère et qui lui dit, tu sais, si tu bosses un petit peu, dans 5 ans, tu es à ma place. Hein. Donc ça, c'est très entraînant. Mais il faut qu'on en ait au bout. Si on en perd trop, les jeunes sont trop nombreux et les encadrants sont trop peu nombreux. Voilà. Aujourd'hui, on en a... alors, les chiffres, c'est toujours compliqué, surtout dans un système complexe comme le nôtre, mais retenez qu'on a 7000 lits. C'est-à-dire qu'on a 7000 jeunes tous les jours qui dorment dans une maison de compagnie. Aujourd'hui, on a 388 compagnons encadrants. Il en faut 700, 1 pour 10. C'est le standard qu'on avait il y a 20 ans, 1 pour 10. Donc là, on est en limite. On est en train de remonter la pente, je touche du bois. Mais pour que l'expérience de l'encadrant soit jubilatoire, il ne faut pas que ce soit un calvaire. Quand vous encadrez 9 jeunes, c'est plus sympa que quand vous en encadrez 20.
Non, c'est comme ça. Mais oui, on est conscient que notre modèle n'est pas un modèle de masse, ça c'est sûr. C'est pas très grave, dans le sens où sur les 90% qui nous quittent en cours de route, on en retrouve quand même, je ne vous donnerai pas le pourcentage, on en retrouve quand même beaucoup qui sont des futurs employeurs, qui sont des futurs chefs d'équipe dans les entreprises. Notre taux de pénétration dans le métier et de maintien des gens qu'on a formés dans le métier est plutôt très bon. On est autour de 90% à 5 ans. Donc en fait, on les a perdus, mais c'est des sponsors futurs. Voilà. Et à l'époque où donc les compagnons, c'est 250 000 individus en 1850. Voilà, c'est pour ça que dans l'image épinale, mais on était compagnons pas en 2 semaines, mais en 1 an et demi. Sociétalement, ça a évolué, on veut qu'il soit bon, parce qu'il y a aussi une histoire d'image. Les compagnons qui reçoivent le nouveau compagnon veulent que celui-ci ne leur fasse pas honte, donc qu'il soit à un certain niveau de métier. D'où l'allongement. Bon, et vous, comment vous faites pour les garder alors? Ça, c'est un peu de réciprocité. Est-ce que ce que je vous raconte dans nos schémas d'évolution, ça vous parle? Vous arrivez à vous trouver des choses sur lesquelles vous réfléchissez déjà aussi ou pas? Il y a une notion d'amortir les formations déjà. Donc, je ne sais pas si jamais chez vous c'est quelque chose. C'est-à-dire que si on les forme un temps, il va falloir qu'ils restent un certain temps parce qu'il faut que la formation a coûté cher et a pris du temps. Et donc du coup, je ne sais pas si vous pouvez les lier comme ça évidemment, mais. Alors non, on ne peut pas les lier comme ça. Ouais. Parce que le cadre juridique français, il ne le permet pas. De la même manière qu'une entreprise, quand une entreprise dit à un jeune, c'est très fréquent dans l'industrie ça, un jeune, je te forme mais je veux que tu restes après au moins 3-4 ans, c'est un vœu pieux, hein, parce que tant qu'il y aura écrit liberté sur nos façades de mairie, le jeune il démissionne quand il veut. Hein. Sur notre drapeau, pardon aussi. Non, oui. Et puis, je suis pas sûr que ça, ce soit un ressort qui fonctionne chez le jeune. Mais c'est pas une question de corps de goût, c'est juste une question de logique. Nous, on vient investir sur toi, mais ça va nous coûter temps. Donc ça, sans parler de prix, il va falloir... Vous êtes un organisme de formation, nous on est un employeur. Oui. Non, mais en fait, la particularité des armées, en particulier de la marine, c'est qu'on cumule plusieurs métiers et que les gens qui sont opérateurs de système sont le maintenancier du système. Donc voilà, celui qui utilise une machine-outil répare la machine-outil. C'est pour ça qu'on est obligé d'investir, d'avoir des grosses écoles de formation et de dépenser beaucoup. Et donc, comme on dépense pour et qu'on leur donne des qualifications qui souvent sont diplômantes et certifiées au NCP, on demande en contrepartie un engagement à rester au service, sinon remboursement d'une partie de la formation. Donc ça c'est une particularité militaire. Voilà. Ça existe nulle part ailleurs. Nous on parie, alors quand je dis nous, organisme de formation on parie, mais on est dépositaire de fonds qui nous sont versés par le système de financement de la formation professionnelle en France. Mais quand on forme nos cadres ou quand on forme nos propres salariés, parce que l'association c'est 1500 salariés quand même, quand on forme nos salariés c'est pareil, quand on forme un collaborateur, on mise sur l'avenir avec lui. S'il s'en va 6 mois plus tard, on a payé une formation pour rien. Ça c'est le mal nécessaire de notre système français. Mais, alors je vous ai pas dit, mais sans rentrer dans le détail de personnalisation, moi j'ai la chance d'avoir une fille qui est jeune, qui est compagnon maroquinier. Et aujourd'hui elle travaille chez Céline, le bureau d'études de Céline, à Florence, au PLVMH, à Florence en Italie. Et quand je discute avec mes collègues italiens de leur système de formation, je mesure à quel point notre pays, la France, c'est mine d'or pour un jeune en France. Enfin, les autres dispositifs, vous connaissez vous aussi, les autres dispositifs de financement de la formation pour un jeune dans le monde, alors les Scandinaves sont peut-être bons, je ne suis pas expert, mais globalement, que le jeune paye si peu de sa poche pour se former, il n'y a qu'en France que ça existe, quasiment. Hein?
Oui, c'est pour ça que je parlais d'amortissement. Oui, mais les entreprises. Oui, mais les entreprises sont habituées à ça. Ouais. Après, dans les leviers, il y a aussi le statut. C'est-à-dire que les gens qui font 17 ans de service pour les officiers mariniers peuvent prétendre à une pension à puissance immédiate, ce qui leur permet d'avoir. Là, j'ai bourlingué, et maintenant je me stabilise avec. C'est pas une pension complète forcément pour tout le monde, mais ils peuvent. C'est une prime à la fidélité. C'est pas forcément toujours une bonne nouvelle parce que à 17 ans, 0 jour, 0 heure, il y a un effet de falaise. Et on voudrait bien les garder 17,5, 18, 19 là, parce que tout à l'heure on en a parlé, on a des besoins de construction d'objets, donc nous on a des cathédrales qui s'appellent le porte-avions. Il faut pas 100 ans pour les construire, il en faut 15. Et pour les armées, il faut des marins qui sont recrutés dès maintenant. Et si on les perd trop vite, en fait on ne pourra pas armer des bateaux avec les compétences utiles. Et c'est vrai que ça, c'est sur la. Une fois que le lien est arrêté, le contrat s'arrête. Donc là, ils peuvent partir du jour au lendemain avec assez peu de préavis. Le tout, c'est qu'on puisse leur donner une visibilité, une perspective de carrière, leur disant, allez, encore un petit peu, mais il faut qu'ils se trouvent leur intérêt. Ce qui est souvent pas le cas. Et tu reviens un peu après, c'est pas possible? Non, mais on y travaille, on va y travailler. Mais parce que je vous parlais des bénévoles. Par la réserve. Aujourd'hui, on forme donc 15 000 jeunes, en gros, avec quelque chose comme 700 formateurs. Tu peux te réengager avec 50 un peu moins. Parmi les formateurs, sur le niveau 6, c'est-à-dire le niveau sortant de 3e, le CAP, BEP, c'est essentiellement des formateurs jeunes. Des jeunes qui ont 5 ans d'expérience, mais qui sont jeunes. La proximité d'âge, ça marche. C'est une manière pour nous, comme je vous le disais tout à l'heure, de leur donner une responsabilité. Je leur dis toujours, vous devenez manager quand vous devenez formateur. Vous allez pour la première fois de votre vie, à 22, 23 ans, piloter 20 jeunes. Rarement avant le long. Mais par contre, on a aussi travaillé, et ça pour le coup ça marche bien, depuis une dizaine d'années, on a travaillé sur le retour des bénévoles. C'est-à-dire le bénévole qui a 50 ans, qui en a un peu marre de faire à peu près toujours la même chose depuis 7 ou 10 ans dans l'entreprise où il se trouve, il y a même des artisans qui arrêtent d'être artisans pour devenir formateurs en fin de carrière et chez nous. Et ça, pour nous, c'est des ressources humaines hyper positives. Parce que ceux-là, on va les placer en fonction de leur parcours, de leur spécialité, sur de la formation plutôt continue au service des entreprises et sur des domaines où ils sont experts avec de la crédibilité. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on appelle être compagnon toute sa vie, c'est-à-dire qu'au début on apprend, après on donne, c'est la partie où on finit ce qu'on appelle nos années de devoir, les 2 dernières années on redonne en étant encadrant ou formateur, mais après tout le reste de sa carrière on participe bénévolement, donc on donne encore un peu, mais de temps en temps, hop, il y a des offres d'emploi qui sortent et on va recapter à l'intérieur de nos forces vives bénévoles des profils qui nous intéressent. Et ça c'est en développement. Merci, monsieur, pour Merci ce témoignage. On va refaire une pause avant d'enchaîner. Et donc, il est 11, on revient à 20. C'est bien. Et je vais vous saluer parce que. En fait, mon problème, c'est que j'ai la conseil de